J'ai mon copywriter qui s'appelle Priyank Mohan qui fait une interview avec moi à peu près une fois par mois où il essaye de rentrer un peu dans ma tête pour pouvoir écrire vraiment de la manière dont je parlerai. Il commence à me poser des questions sur ma façon de penser, comment je vois le business, comment je vois tout ça, parce qu'il essaie de s'inspirer de la façon dont je suis pour pouvoir écrire de la manière qui me correspondrait le plus. Et j'ai pensé que toutes les questions comme ça qu'il me posait, elles étaient vraiment très intéressantes pour vous parce que vous appreniez un petit peu plus à me connaître et voir comment je raisonne et comment je pense. Donc, je vais vous partager cette dernière interview que j'ai fait avec lui. Il va me poser plein de questions. J'ai aucune idée des questions qui vont arriver quand il me pose des questions. Et je les réponds de la meilleure manière. Donc, si vous voulez apprendre à me connaître un peu plus, apprendre quelle est ma façon de penser et de raisonner, écoutez cette interview. Quand j'étais un conducteur Uber, on avait des groupes Facebook qu'avec des conducteurs Uber où on se parlait dessus. Et tous les vendredis, samedis soirs et tout ça, où c'était les plus gros soirs, on venait sur les groupes et on se partageait comment on avait fait dans la soirée, des trucs comme ça. Et il y avait un gars qui faisait toujours, et il était exactement au même endroit, Los Angeles au même endroit, et il faisait 5 à 6 fois plus que tout le monde tous les week-ends, tout le temps. Ce qu'il faisait, c'est que pendant que nous, on prenait n'importe quel ride qui arrivait dès qu'on arrivait, comme n'importe quel peu, hop, ping, j'accepte, j'y vais, boum, boum, j'y vais. À partir du moment où je dis, je commence, on va dire que je commence de 8 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin. OK? Et à partir de 8 heures, dès que je me mets, boum, premier truc qui arrive, je le prends, ça m'amène, je sais pas où est-ce que ça m'amène, ça y va. Et je gagne un petit peu d'argent. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait et il commençait à minuit. Il se positionnait juste à la sortie des boîtes dans Santa Monica, là où il y avait le plus de monde qui voulait aller et qui passait. Et il attendait, il ne tournait pas son appareil tant que les prises n'étaient pas en surging. Je sais pas si ça se passe comme ça en Europe, mais avec Uber aux États-Unis, quand plus il y a de la demande, plus les prix augmentent. Et il te demande 2, 3, 4, 5 fois le prix normal. Et donc, lui, il faisait, c'est qu'il se positionnait aux endroits où il y avait le plus de monde, à la sortie des boîtes, et il savait quand les gens sortaient du boîte entre minuit et 2 heures du matin. Il travaillait pendant 3 heures, mais pour chaque ride qu'il faisait, il était payé 5 à 6 fois plus. Et ce qu'il faisait, c'est que quand il prenait un ride qui l'amenait en dehors de la zone, qui était chaude, il prenait pas un autre ride là où il arrivait parce qu'il savait pas où ça allait l'amener, il n'était pas payé. Il mettait son téléphone off et il revenait gratuitement jusque là où c'était à 5 fois. Et après, il tournait son téléphone encore une fois et il repartait. Il faisait 5 fois plus, il travaillait moins et il dépensait moins en essence. Alors que 99,9% de nous, on était tous à dire « Ah, j'ai fait $200 ce soir ». Lui, il faisait 600, $700. Il travaillait 3 fois moins. Il dépensait moins en essence. Il conduisait moins. Il mettait moins de kilométrage sur sa voiture. Sa voiture, elle durait plus longtemps parce qu'il travaillait intelligemment. Comment t'as su ça? J'imagine il voulait pas dévoiler sa stratégie, le mec. Il l'a dévoilé, et ça m'a tombé par terre quand il l'a dévoilé, mais il l'a dévoilé vers la fin. Parce que le gars, il faisait Uber comme tous, on faisait Uber en attendant d'autres choses, mais lui, il voulait être photographe ou un truc comme ça, et après, il a commencé. Et quand il a commencé à partir, il a commencé à dévoiler sa stratégie. Et on était tous comme, putain. Mais moi, à ce niveau-là, après, et ça avait même pas cliqué à ce point-là, parce que j'ai continué à faire les mêmes conneries que j'ai faites à l'époque. Mais c'est là que tu dis, si tu travailles intelligemment, tu peux avoir 10x les returns sans faire 10x les efforts. C'est vraiment la loi de Pareto, quoi. Donc, il y avait une question que je te posais. Qu'est-ce qui a fait que à quel moment de ta vie tu t'es rendu compte qu'il fallait travailler intelligemment et pas dur, en fait? Malheureusement, bien trop tard dans ma vie. Je me suis toujours rendu compte quand j'étais plus jeune que il fallait que l'argent travaille pour toi et pas toi travailler pour l'argent. C'est-à-dire que si tu voulais vraiment gagner bien ta vie, il fallait trouver un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dormais. Je me suis rendu compte que les personnes qui étaient vraiment riches dans ce monde, qui réussissaient vraiment, elles avaient de l'argent qui rentrait constamment. Et c'était pas identique aux heures de travail que tu allais faire. Mais je savais pas comment faire. Et j'ai toujours essayé de chercher une opportunité de trouver ça, mais j'avais toujours ça derrière dans mon esprit. Mais comme tout le monde, tu sais, dans le jour le jour, tu vis le jour le jour, tu es au travail, tu fais les petits boulots que tu as à faire. Tout ce que tu penses à faire, c'est passer la journée, faire ce que tu as à faire, payer tes frais, payer tes factures, aller manger, voir tes copains, ta femme, tes copines. Je veux dire, tu penses pas plus grand que vivre le jour le jour. Ça, c'est un des gros problèmes qu'on a. C'est qu'on fait que subir au lieu de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir et passer son temps à réfléchir pour trouver la meilleure opportunité possible. Mais quand l'e-commerce est arrivé devant moi, l'opportunité de l'e-commerce est arrivée devant moi et je l'ai vu. Là, je me suis dit, ça, c'est l'opportunité que je cherchais. Et là, ça a ouvert les portes sur le business en ligne. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'après, petit à petit, ça m'a forcé à réfléchir d'une autre manière
Et là, après, je me suis vraiment forgé cette mentalité et je me suis rendu compte au fur et à mesure que de travailler intelligemment, c'est bien plus important que de travailler dur. Ça m'amène bien plus de résultats. Ok, super. Je voulais te demander un autre truc aussi, c'était par rapport à… En fait, c'est plus large. Pourquoi est-ce que tu veux tellement aider les gens, tu vois, à se lancer dans le business en ligne? Pourquoi est-ce que tu veux… Tu vois, tu aurais très bien pu te dire, OK, j'ai une super opportunité, je gagne bien ma vie. Pourquoi est-ce que je dévoilerais mes secrets aux autres, tu vois? Et pourquoi est-ce que toi, tu as envie, du coup, d'aider les gens à faire la même chose que toi? Parce que c'est gagnant, gagnant, gagnant. Très franc avec toi. Un, je gagne de l'argent en aidant des gens. Okay, donc, je ne vais pas être un de ces personnes en disant oh, je fais qu'aider des gens pour rien du tout. J'en bénéficie aussi. Tu sais, je vends l'éducation, je vends des programmes, des formations. Et donc, quand j'aide les personnes, je fais des ventes moi-même à travers mes business. Donc, il y a quelque chose où c'est bénéficiel pour moi aussi. Mais en dehors de ça, parce que si c'était juste pour ça, tu pourrais pas aller loin. Et puis, au bout du compte, les gens se rendraient compte que tu fais ça que pour l'argent. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que depuis que je suis jeune, depuis que je suis enfant, j'ai passé tout mon temps, où je passais énormément de temps à essayer d'aider les autres, constamment. S'il y avait un problème ou quoi que ce soit, Cyril, est-ce que tu peux m'aider avec ça? Je le faisais tout le temps. Et je le faisais gratuitement, je le faisais avec de bon cœur. J'étais toujours en train d'aider les gens. Quand j'avais des amis qui venaient visiter de France, ou même des amis pouvaient venir chez moi. J'étais toujours en train, vraiment, j'étais constamment en train d'aider les gens. Je leur faisais faire le tour de Los Angeles quand ils venaient visiter. Par exemple, moi, je bois jamais. Okay, mais j'étais toujours ce qu'on appelle designated driver parce que j'étais toujours celui qui était là pour aider les potes à revenir à la maison alors qu'ils sont bourrés ou les trucs comme ça. Et je me suis rendu compte que je recevais beaucoup de valeurs personnelles quand j'aidais les autres. Parce que quand j'aidais les autres, ils me valorisaient, ils me regardaient d'une autre manière, parlaient bien de moi. Et d'un autre côté, ça me donnait une self-esteem, tu vois, Une estime de moi, une estime de moi qui augmentait. Comme j'ai eu beaucoup de problèmes de confiance en moi quand j'étais jeune, quand je recevais cet amour qui venait des autres personnes, eh ben, je me sentais mieux avec moi-même. Et donc, c'est un pattern, c'est quelque chose que j'ai continué à répéter complètement dans ma vie sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et je faisais toujours ça, même avant, gratuitement, sans être payé. Avant d'être payé pour enseigner l'e-commerce et le business en ligne, je le faisais gratuitement avec plein de mes potes, avec des amis. Je donnais tout ça toujours gratuitement. Tout ça. Et puis après, je me suis rendu compte que bien sûr, il y a un business à faire avec ça. Et j'avais une opportunité d'enseigner ça en France, mais ça, sur le territoire francophone. Mais bien sûr, je voulais en tourner ça avec un business parce que ça allait demander énormément de temps et je voulais pas faire ça juste dans le vent pour le faire. Mais la raison pour laquelle c'est gagnant, 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 c'est parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider le plus de gens possible pour que eux aient les meilleurs résultats possibles. Parce que plus ils ont des résultats, plus ils sont contents, plus ils aiment ce que je leur enseigne, plus ils vont parler bien de moi, plus ils vont recommander ça à d'autres personnes, plus d'autres personnes vont venir prendre mes coachings, mes formations, mes services, et ça va faire un effet de boule de neige. Donc, plus j'aide les personnes, plus eux, entre comparties, ils achètent de mes programmes et de mes services, plus ils parlent de ça à d'autres personnes, et plus mes business font des ventes. Et écoute, tu n'arrives pas au point où tu as eu plus de 4000 ou presque maintenant 5000 personnes à travers plus de 65 pays dans le monde si tu fais ça juste pour l'argent et si tu n'as pas aidé du monde. Tu vois. Donc, ce que je dis à toute mon équipe et avant tout, c'est que notre priorité avant tout, c'est le client. C'est comment est-ce qu'on peut l'aider à atteindre sa toute première vente, c'est son premier mois à $1000, son premier mois à $10 000, son premier mois… Toutes ces étapes qui font des déclics, qui le permettent d'élargir ses ailes pour vraiment voler de lui-même. C'est ça qui m'importe. C'est si on peut arriver à les amener à ça et les amener à faire le déclic le plus rapidement possible, eh ben nous, on a fait notre boulot. Ok. Bah, écoute, je vais te demander aussi, en parlant d'aider les gens, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, tu vois, qui en a vraiment marre de son job? Il a envie de quitter son job, il a envie de se lancer à son compte, il a envie de devenir entrepreneur. Mais le truc, c'est qu'il a besoin de son job pour gagner sa vie en ce moment, tu vois. Quel plan tu ferais? Comment tu t'y prendrais, toi, si tu étais employé aujourd'hui et que tu as envie de devenir entrepreneur? Mais tu as besoin des sous que ton salariat t'amène, tu vois. Alors, tu ferais comme ce que je recommande à 99,99% de tout le monde, c'est-à-dire tu fais ça en parallèle de ton boulot. Tu ne dois pas quitter ton boulot tant que tu ne gagnes pas assez d'argent pour remplacer ton boulot. C'est complètement ridicule. Quand je dis qu'on se lance dans l'entrepreneuriat et dans le business en ligne pour après ensuite quitter son boulot et le remplacer, c'est pas le jour où tu commences. Tu n'as pas encore un business qui marche, tu n'as pas acquis les compétences pour pouvoir le faire. Et donc, c'est pas quelque chose que tu vas te lancer et tu vas le faire comme ça. Tu vois? Donc, le principe, c'est tu travailles, tu as de l'argent qui rentre tous les mois, donc tu n'es pas stressé financièrement. Tu prends une petite partie de cet argent et tu l'investis dans ton business
pour lancer ton business sur le côté et tu travailles dessus. Tu es consistant, tu le fais tout le temps, tous les jours et tu essaies de travailler le plus possible dessus. Et moi, j'aime beaucoup la règle de Grant Cardone, qui est la règle des 47, qui si tu travailles 40 heures par semaine pour quelqu'un d'autre et tu n'es pas capable de travailler au minimum 7 heures par semaine pour toi, ton futur et ton business, eh ben, tu mérites pas de réussir. Okay? Donc, on a tous les mêmes 24 heures dans la journée, ça je le dis tout le temps, tu sais. Donc, si tu passes 8 heures au travail, 8 heures à dormir, il te reste quand même 8 heures pour manger, t'occuper de tes enfants, regarder la télé, une série sur Netflix, regarder un match de sport. Et tu peux pas me dire que tu peux pas travailler 1 heure par jour sur ton business. Encore une fois, je sais, j'utilise beaucoup de citations, trucs comme ça. Et Dwayne Johnson, il le dit, quand tu reviens du travail, si tu travailles pas sur ton business ou ton boulot ou toi-même, c'est pas que tu es fatigué, c'est que t'es pas inspiré. Tout simplement. Donc, travaille parallèlement de ton business. Et une fois que ça a commencé à vraiment se lancer et que l'argent rentre constamment dessus, et ben après, tu peux leur dire de laisser tomber le boulot et d'aller à fond dessus, mais pas au début. Là, on a parlé de quelqu'un qui était employé, un adulte. Maintenant, si tu as un petit gars qui vient de parler, admettons ton fils, tu vois, et il te dit, ouais, papa, je veux devenir entrepreneur, tu vois. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quel choix dans la vie tu lui conseillerais de faire pour à un moment donné réussir à, tu vois, devenir entrepreneur, avoir son propre business, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Super question. Numéro 1, te concentre pas sur le final, c'est-à-dire je veux un business à 1 million, à 10 millions, à 1 milliard, que ce soit. Ta première priorité, c'est d'acquérir des compétences. C'est ta première priorité parce que ces compétences-là, c'est que tu essayes de t'améliorer de 1% tous les jours. Donc, tous les jours, ce que je lui dirais de faire, c'est Matteo, tous les jours, je veux que tu essayes de t'améliorer sur les choses que tu aimes faire, que tu as envie de faire. Tu veux faire de l'entrepreneuriat, eh ben, apprends ce que c'est que le marketing, apprends ce que c'est que le copywriting, apprends ce que c'est que la persuasion, apprends ce que c'est que le closing, et tous les jours, tu apprends un petit peu de ces choses-là. Regarde où tu es dans 2-3 ans et pas où tu es dans 1 semaine ou dans 1 mois. Et ce que je mettrais dans la tête plus que tout, c'est ce qu'on appelle delayed gratification. C'est-à-dire, essaye pas d'avoir les résultats tout de suite. Le plus gros problème de ceux qui échouent et pourquoi ils échouent, c'est parce que ils sont pas du tout patients, ils veulent se lancer et du jour au lendemain, ils veulent avoir les résultats qu'ils voient les personnes qui ont travaillé dessus depuis 6, 10, 15, 20 ans, ils ont eu. Et ils vont avoir c'est complètement incohérent. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir les résultats de personnes qui ont travaillé sur quelque chose pendant 10, 15, 20 ans, mais eux, ils veulent les avoir en 2 semaines. Et ils voient pas ce qui s'est passé entre. Tu sais, il y a une phrase de Michael Jordan où il disait, tout le monde veut être Michael Jordan pour un jour. Mais soit pas Michael Jordan pour un jour, soit Michael Jordan pour 1 an ou pour 10 ans. Et après, viens me dire si tu veux être Michael Jordan. Parce que Michael Jordan pour un jour, oui, ça a l'air intéressant. Tu vois? Mais est-ce que tu vois le travail qu'il fait derrière, les heures et les heures qu'il passe à travailler, à faire à travailler sur son art, à être physiquement, à se pousser à la limite. Et ça, les gens, ils le voient pas. Donc, ce que j'enseignerai à mon fils, c'est sois patient. Plus tu vas attendre pour avoir ce qu'on appelle la gratification, le plaisir, plus tu attends pour avoir ce que tu espères avoir, plus ça va être gros. Tu vois, si tu veux l'avoir tout de suite, ça va être tout petit et ridicule ou si tu vas pas l'avoir. Mais si tu l'accumules, c'est comme une boule de neige qui grandit, 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 grandit et à la fin, elle est juste énorme. C'est une avalanche. Et donc, si tu peux attendre, c'est une avalanche que tu vas avoir. Tu vois, et donc, tout ce que tu veux faire d'abord, c'est acquérir les compétences nécessaires. Après, je lui parlerai bien sûr de mindset. Alors ça va avec le mindset, tu sais. C'est pas technique. D'abord, c'est travailler le cerveau. Avant tout, pour moi, c'est la clé et la porte de quoi que ce soit. Si tu essaies de travailler sur les techniques avant de travailler sur ta mentalité et ton cerveau, tu pourras jamais y arriver. Parce que dès que tu vas avoir les up and down, tu vas abandonner. Okay? Donc, si mentalement tu es préparé pour ça, tu sais que ça va, non seulement tu es préparé, tu sais que ça va arriver et tu sais quoi faire quand ça arrive, tu seras préparé et il n'y aura pas de problème par rapport à toi. Donc, je travaillerai sur son cerveau, je travaillerai sur ça et je lui dirais d'être consistant. C'est-à-dire que ça m'intéresse beaucoup plus qu'il travaille 1 demi-heure par jour, tous les jours ou 6 jours par semaine que 1 fois par semaine pendant 5 heures. Parce qu'après, il va brûler, il va abandonner ou quoi que ce soit. Il faut être consistant, intelligent dans la façon de travailler. Et une fois que tu as fait ces 2 choses, après, tu peux travailler dur. Tu veux te lancer dans le business en ligne, tu es encore salarié. Quelle est la compétence que tu dois, selon toi, tu vas développer? La persévérance.
Ok. La persévérance. Encore une fois, c'est plus mental. Pour moi, les premières compétences sont toujours mentales. C'est la clé de tout. C'est la persévérance. C'est-à-dire que, encore une fois, et j'utilise souvent cette analogie dans mes groupes avec mes étudiants, mais il y a un moment ou un autre, tu vas tomber devant un mur. OK? Et pour moi, il y a 4 options. Tu vas à droite du mur, tu vas à gauche du mur, tu vas au-dessus du mur ou tu défonces le mur. Mais la chose que tu fais pas, c'est que tu tombes sur le mur, tu dis, oh putain, il y a un mur et tu vas en arrière. OK? Et l'entrepreneuriat et la vie, c'est tu marches, boum, il y a un mur. Qu'est-ce que tu fais? Après, tu marches, boum, il y a un autre mur. Et 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 donc, pour moi, c'est cette persévérance de dire, je tombe, je me relève. Il y a un mur, je le défonce. Je laisse pas tomber, je laisse pas tomber, je laisse pas tomber. Si tu as cette mentalité, le reste, tu vas le trouver. Mais si je peux te donner toutes les techniques qui existent au monde, mais tu n'as pas cette mentalité, eh ben, tes meilleures techniques au monde, elles vont durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Mais à un moment ou à un autre, tu vas laisser tomber. Si tu tombes contre Rocky, le gars, il va jamais laisser tomber. Et il va se relever et il va mourir en essayant d'avancer tout le temps. Mais il restera pas par terre. Et c'est la mentalité qu'il faut avoir vraiment pour réussir. Donc, la persévérance, ce serait le numéro 1. Okay. Ouais. Ce serait quoi, à ton avis, la plus grosse erreur, la plus grosse des conneries, entre guillemets, que tu puisses faire si tu veux lancer ton business en ligne, si tu veux être lancé dans l'entrepreneuriat? Ce serait quoi l'erreur que tu conseillerais, enfin, voilà, qu'il faut absolument pas faire, tu vois? Trop émotionnel sur un produit. Là, je vais parler plus spécifiquement de l'e-commerce. Okay? C'est-à-dire que ça, je vais te le dire comme ça. Il y a plein de choses qui me viennent en tête parce que franchement, ça, je pourrais avoir une discussion dessus pendant 1 heure. Mais si je dois prendre un truc, c'est soit robotique, pas émotionnel. Tu tombes sur un produit et quand on parle surtout, je parle pas que tu commences ta propre boîte, tu fais de l'e-commerce, hein, mais vraiment quand il s'agit du dropshipping, du print on demand où tu peux tester des milliers et milliers de produits à n'importe quand. Okay? Le seul truc qui importe, c'est les données. Est-ce que le marché, il aime le produit ou pas? Que toi, tu aimes le produit, on n'en a rien à foutre. Ça n'a aucune importance. OK? Et le nombre de fois où j'ai vu des gens qui s'acharnaient à faire des pubs et à dépenser de l'argent parce qu'ils voulaient vendre ce produit, parce qu'ils étaient sûrs que ce produit allait marcher et ils ont perdu un fric fou, au lieu d'être complètement robotique et de dire, voilà, j'ai une stratégie. Je dépense tant pour tester un produit. Si ça ne marche pas, je coupe selon ces données et je teste un autre produit. C'est 1 ou 0. Il n'y a pas d'émotion dedans. Je suis un robot. Je teste, les données ne vont pas bien, je coupe, je passe à autre chose. Les données sont bonnes, les gens, ils achètent, je scale. Mais je ne suis pas entre les deux. Je ne suis pas en train de me dire. D'ailleurs, il y a 2 genres de produits que j'aime. J'aime les gros winners et j'aime les grosses merdes. Parce que dans les 2 cas, les décisions sont faciles. Si c'est un gros produit que personne n'achète, j'ai dépensé un peu d'argent, je vois que les statistiques sont très mauvaises, je coupe, je passe à autre chose, j'ai un perdu. Un winner, ça explose, boum, je vends et je l'explose et je fais plein de fric. Dans les deux cas, c'est 1 ou 0. Le problème, c'est quand on tombe sur un produit qui se vend un petit peu et on croit qu'il va être bien et on dépense du temps, de l'argent à essayer de faire du scaling et ça avance un peu, ça avance pas. Et au bout du compte, on a passé des semaines et des semaines et des mois, on a dépensé plein d'argent et on n'a pas gagné plus dessus. Okay? Donc, je suis arrivé à un point pour moi où ce que je recherche, c'est du oui, c'est super ou c'est du non. C'est-à-dire, c'est fuck yes ou un non. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est soit je suis hyper enthousiaste, c'est génial et tout ça, je le veux, il faut que je peux pas m'empêcher de penser à ce produit, à ce service, tout ça, et je vais à fond dessus, ou sinon je le fais pas du tout et je passe à autre chose. Mais il n'y a pas de juste milieu. Parce que le milieu, c'est là que tu te perds. Carrément. Pas d'émotion et en gros aussi, surtout, ne pas écouter le marché. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avec le cœur alors qu'en fait, c'est vraiment les données et le marché. N'écoute pas ton cœur. Il n'y a que le marché qui compte. Ce que toi, tu penses n'a aucune importance. Il y a des cimetières remplis de produits que de personnes ils pensaient qu'ils allaient faire des millions de dollars. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui t'a dégoûté de la rat race, je dirais, de l'ancien monde, tu vois? Est-ce qu'il y a eu un événement vraiment où tu t'es dit, putain, je veux plus ça, je veux quitter ça, tu vois? Tu peux me raconter une anecdote? Je crois que je t'en ai déjà parlé les 2 fois où je me suis fait rejeter pour un boulot. Ça m'a bousillé mentalement. Okay. Celle-ci, je ne supportais pas. Donc, ça, mais en dehors de ça, et ça, je m'en suis rendu compte à travers. J'ai fait de la thérapie sur moi pendant 4 ans. Tous les ans, j'allais toutes les semaines j'allais voir un thérapeute et je parlais, je discutais de ce que j'avais dans la tête, tout ça. Parce que tu sais, je pense beaucoup
Aux États-Unis, c'est beaucoup plus accepté. En Europe, ils te prennent, ils disent pourquoi tu fais de la thérapie, t'es un fou, mais ça n'a rien à voir. Pour moi, tu dois travailler tout. Si je travaille sur mon corps à la gym, je dois aussi travailler sur mon cerveau, je dois travailler sur mes émotions, je dois travailler sur tout ça. Donc, j'essaie toujours d'être un ensemble où j'essaie de m'améliorer à tous les niveaux. Et la thérapie m'a apporté énormément de choses et j'y allais toutes les semaines pour aller voir ce thérapeute. Et une chose qui m'a aidé à comprendre, c'est que pendant longtemps, tu sais, je suis passé de job en job en job en job et je changeais. Je disais, quand j'étais jeune, je veux être footballeur professionnel. Après, je veux être agent de sport. Après, je veux être acteur. Et après, je veux être entrepreneur. Et après, tu vois, il y a toujours un changement. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est ce que je recherchais avant tout, c'était la liberté. La liberté d'avoir assez d'argent pour faire mes propres choix, mes propres trucs. Et ce que je voulais pas, c'est avoir un propre patron avec quelqu'un qui me dit tu dois te pointer ici, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, je voulais avoir ma propre liberté. Même quand la raison pour laquelle je suis pas retourné, j'ai fait des boulots comme je travaillais en tant que conducteur Uber ou j'essayais d'être acteur et je faisais des trucs comme ça. C'est parce que je voulais pas aller dans un boulot de la rat race de 9 h du matin à 5 h du soir derrière un ordinateur avec un patron qui me gueule dessus. J'avais les compétences, j'aurais pu trouver un bon boulot comme ça, mais je préfère gagner moins d'argent et avoir ma liberté. Ça avait beaucoup plus de valeur pour moi. Et donc, la liberté, c'est ce que je recherchais avant tout et je m'en suis rendu compte bien plus tard dans ma vie. J'avais 40 ans quand ça m'a vraiment sauté aux yeux. Tu sais, je me disais pourquoi je passais comme ça et quel était le point commun à travers toutes les expériences que j'ai testées et que j'ai recherchées. Et tout me ramenait à la liberté et le choix, mon propre choix. Je voulais vivre la vie selon mes règles, ma façon de vivre. Je voulais pas vivre selon. Je voulais rien devoir à qui que ce soit. Ça me rendait fou, quoi. C'est pour ça que j'aurais pas pu faire l'armée. Je sais pas pour moi l'armée ou des choses comme ça parce que c'est pas mon genre de personnalité. Et d'ailleurs, ce que je me rends compte, ça je vais en reparler, c'est que les gens pensent tous qu'ils recherchent l'argent, mais ce que les gens ils recherchent, c'est la liberté. C'est bien plus important que l'argent. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre selon leurs projets, ils veulent travailler quand ils veulent travailler, aller en vacances quand ils veulent aller en vacances, travailler d'où ils veulent travailler, avoir leurs propres horaires, choisir. Et après, ce que l'argent te donne, c'est que ça donne encore plus de liberté et encore plus de choix. Tu peux choisir d'aller voir les meilleurs docteurs, choisir de conduire les meilleures voitures, voyager de la meilleure manière. Ça donne plus de choix et encore plus de liberté. Mais la fondation de tout, c'est la liberté. C'est ce que les gens y recherchent. Ils veulent vivre leur vie selon leurs propres règles et pas selon la règle des autres et où que la société leur impose. Donc, tu sais que tu t'aimes bien mettre ça en avant, une décision peut changer ta vie. Tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ça, c'est un des trucs fondamentaux que je pense. C'est tu es l'addition de toutes les décisions que tu as prises dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, bonnes comme mauvaises. Mais il y aura 4 ou 5 décisions que tu auras dans ta vie à des moments qui vont vraiment changer la direction de ta vie. Alors, je pense t'avoir déjà posé cette question et j'ai déjà quelques éléments là qui sont notés, mais je voulais savoir, toi, pour voir si tu vas me dire quelque chose de différent, mais c'est quoi la décision qui a changé ta vie à toi, du coup? J'ai pensé beaucoup à ça et je crois qu'il y a 4 décisions dans ma vie qui ont vraiment eu la première décision, et ça c'était une décision, mais je l'ai aussi faite avec l'aide de mes parents, mais ça c'est parce que je leur ai pris la tête tellement, c'était partir aux États-Unis. Ok, donc 18 ans après avoir loupé le bac en France, je suis parti aux États-Unis. Depuis que j'avais 14 ans, je leur disais tous les ans, dès que j'ai fini le lycée, je pars aux États-Unis. Et donc, mes parents étaient d'accord, mais ils avaient dit, tu le pars une fois que tu as le bac. Et j'ai loupé le bac et ils m'ont dit, alors tu devras rester. Et finalement, ma mère, elle s'est battue avec mon père en disant, écoute, laisse-le partir. Il va rien faire en France, c'est pas fait pour lui. Il n'est pas heureux. Et ils m'ont laissé quand même partir et je suis parti aux États-Unis à cause de ça. Donc, ça, c'est c'est la première fourchette dans ma vie qui a vraiment fait la truc. Mais la décision était prise bien avant. C'est-à-dire que même s'ils avaient été repoussés d'1 an, je serais parti 1 an plus tard. Alors maintenant, je ne sais pas où ma vie serait changée, c'est parce que je ne sais pas où j'aurais été, mais je serais parti. Mais la décision de partir aux États-Unis, c'est la première grosse décision. La deuxième grosse décision, très importante, c'est de marier ma femme. OK? Demander à ma femme de se marier avec moi. Parce que ma vie a complètement changé une fois que je me suis marié. Et moi, je n'étais pas quelqu'un qui était pour le mariage. Je ne croyais pas en le mariage. J'ai eu beaucoup de conversations avec ça, avec ma femme et aussi avec mes amis, parce que je viens de famille, je suis entouré de familles où il n'y a que des divorces. Et donc, j'ai jamais vu des mariages vraiment marcher en dehors de mon grand-père et ma grand-mère maternelle qui ont
qui sont restés mariés et très heureux ensemble pendant 53 ans jusqu'à la mort de mon grand-père. C'est le seul mariage que j'ai vu qui marchait autour de moi. Tous mes amis, toute ma famille, tout le monde était divorce et pas des bons divorces. Donc, je ne croyais pas en mariage. Et j'avais dit toute ma vie, avant de rencontrer ma femme, je ne me marierai jamais. J'avais dit ça avec tous mes amis. Et donc, ils ont été surpris quand, après avoir été avec ma femme pendant 1 an, j'ai décidé de me marier avec elle. Et c'était bizarre, ça allait à l'encontre de tout ce que j'avais jamais fait, mais ça a été une des décisions les plus importantes de ma vie parce que ça m'a donné, j'avais pas besoin de me concentrer autre chose avec ça. J'avais l'amour de ma femme et tout ça. Et je pouvais me concentrer sur évoluer en tant qu'humain et en tant qu'homme et en tant qu'entrepreneur et en tant que personne. Venir aux États-Unis, me marier avec ma femme. Après, c'était me lancer dans le business en ligne. Et à l'époque, j'étais encore entre le business en ligne et essayer d'être acteur. Et je m'accrochais à ça, je m'accrochais à ça, je m'accrochais à ça. Et on a eu notre premier enfant. Alors, bien sûr, avoir des enfants, c'est une grosse décision, mais ça, je mets ça avec me marier avec ma femme parce qu'on avait déjà prévu ça. Mais quand mon fils Mathéo avait 6 mois, j'ai décidé de partir du centre de Los Angeles pour aller vivre au sud de Los Angeles, à 1 heure de Los Angeles, laisser complètement l'acting et me mettre à fond dans l'entrepreneuriat et vraiment construire ma vie familiale et plus donner à ma femme ces hauts et ces bas, ces grosses vagues qu'il y avait parce que quand j'avais un rôle et je faisais un petit boulot, j'étais très bien payé. Mais après, pendant des mois et des mois et des mois, j'avais pas de rôle et je gagnais pas d'argent. Et donc, je faisais Uber en même temps et j'ai lancé parallèlement mes business en ligne. Mais mes business en ligne à l'époque n'avaient pas aussi bien marché. Et quand j'ai décidé de partir et de laisser tomber l'acting et de me concentrer complètement sur le business en ligne, tout a explosé. Donc ça, pour l'instant, c'est les 4 grosses étapes de ma vie. Ma vie était comme ça ou comme ça avant et après. C'est marrant parce qu'en fait, les décisions n'ont pas changé. La dernière fois, je t'avais posé ces questions-là et donc c'était les mêmes. Donc voilà, ça prouve que c'est ancré en toi, quoi. C'est cool. Ah ouais, j'y ai pensé beaucoup. Hein. Cool. Parce que j'utilise pas cette phrase « une décision peut changer ta vie » pour rien. Parce que ces 4 décisions-là, chacune de ces 4 décisions ont changé ma vie et m'ont amené vers un chemin qui est complètement différent. C'était quoi la plus grosse galère dans ta vie? Tu vois, la plus grande bataille dans ta vie? Est-ce que tu as eu une période challengeante, genre au niveau du mindset, etc.? Je parle toujours il y a un moment qui m'a très marqué, mais ça, c'est un moment spécifique, c'est quand ils ont coupé l'électricité chez moi. Okay. Pendant que ça faisait même pas 6 mois qu'on était mariés, ma femme était en vacances, ils ont coupé l'électricité, j'avais 39 ans. Je me suis dit, mais attends, quel loser est-ce que tu es? T'es pas capable de payer l'électricité, t'es marié, t'as 38 ans et tout ça. Ça m'a marqué parce que j'en ai pleuré, quoi. J'en ai pleuré, émotionnellement, ça m'a marqué. J'ai dit, je me suis senti plus bas que tout, quoi. Je me sentais comme un gros loser. Et quand mon pote m'a dit, utilise ma carte de crédit, j'ai pas d'intérêt pendant 3 mois, tu as 3 mois pour me rembourser. Et j'ai pu payer ça. Et j'ai remis l'électricité le jour avant ma femme revienne de vacances. Après, je me suis dit, c'est bon, quoi. Il faut que je fasse autre chose. Et je crois que c'est ça que ça m'a vraiment ouvert à trouver une autre chose, autre opportunité. Tu sais, c'est la règle d'Einstein. Si tu continues de faire la même chose et tu t'attends à avoir des résultats différents, c'est que tu es complètement fou. Okay? Et donc, je me suis dit, je veux autre chose, une vie différente, il faut que je fasse quelque chose de différent. Et après, quand je suis tombé sur l'e-commerce et le business en ligne, ça m'a tellement frappé dans la tête que je pouvais pas passer à côté de ça parce qu'il fallait vraiment que je fasse autre chose. En dehors de ça, et c'est marrant parce que les gens qui me regardent aujourd'hui et qui me voient, ils me disent « T'es quelqu'un qui a beaucoup de confiance en toi. » Mais c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de problèmes en grandissant. J'avais l'impression que j'étais jamais suffisant pour mon père, qui avait beaucoup d'importance pour moi. C'est un gros alpha male, mon père, et la façon dont il voyait les choses, rien n'était assez bon, quoi, tu vois. Et je me rappelle quand je jouais au foot, et je jouais beaucoup au foot et il venait me voir jouer. Il y a un moment, il venait me voir à tous mes matchs et on jouait le dimanche. Et je me rappelle, à un moment, on était à la mi-temps d'un match. On arrive au devant. Ça, c'est des trucs qui m'ont marqué, tu vois. Et on est avec le coach. Le coach, il est en train de nous dire à toute l'équipe, vous êtes en train de jouer super bien, c'est super, vas-y, tu peux le faire, vous pouvez le faire. C'était vachement positif. Vous pouvez y aller, vous pouvez trucs comme ça. Et il y avait des parents qui étaient autour, qui écoutaient ça. Et une fois qu'il a fini, mon père, il me prend sur le côté, il me dit, Cyril, pourquoi tu fais pas ça? Cyril, pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi t'es pas là? Mais pourquoi ça? Et t'étais que négatif, 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 négatif. Et quand il me regardait en train de jouer au foot et comme ça, ou autre chose, je me sentais stressé. À un point où quand je suis arrivé à 14, 15 ans, je lui ai dit, viens plus me voir jouer au foot parce que je perds le plaisir de ça.
Et donc, il y avait cette partie où j'étais pas suffisant. J'étais toujours en train d'essayer d'avoir le respect de mon père. Et ça me marque. Il m'a fallu très, très longtemps pour essayer de me démarquer ça. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, mon père, j'ai une très bonne relation avec lui, mais il me dit, c'est incroyable le succès que tu as eu et tout ça. Et parce qu'il est foudroyé par rapport à ça, parce toute sa vie, il me disait que je travaillais pas assez dur, que j'étais feignant, j'avais du potentiel, mais je faisais rien. Je passais d'un job à droite et à gauche. Il était déçu. Et c'est le ressenti que j'ai eu tout le temps, quoi. Et ça m'a mis très longtemps pour essayer de me séparer, cette séparation de ce que pensent les gens n'est pas ce que moi, je pense de moi-même. Tu vois? Et le problème, c'est qu'on laisse les étiquettes des autres se définir nous-mêmes. Je suis vraiment très à fond sur enlève toutes les étiquettes négatives sur ton cerveau. Elles ne te servent à rien. Ne dis pas, je suis pas fort en maths, je suis pas fort en informatique, je suis pas fort en sport, je suis pas fort en ça. La raison pour laquelle tu n'es pas fort, c'est parce que tu t'es tellement mis ça dans la tête que tu ne travailles pas dessus. Et parce que tu ne travailles pas dessus, bah, tu n'as pas les résultats nécessaires. Et à cause de ça, tu te dis que tu n'es pas bon. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que j'ai pas confiance, ce n'est pas que j'ai pas de truc, je n'étais pas inspiré parce que je devais faire ce que mon père voulait qu'il fasse ou quoi que ce soit. Mais après, je m'étais mis dans la tête constamment, ah, mais moi, je suis feignant, mais moi, je suis quelqu'un qui ne travaille pas dur. Et j'ai utilisé les mots que mon frère disait de moi, que mon père disait de moi, que ma famille disait de moi, et je l'avais dans ma tête. Jusqu'au moment où je suis allé en thérapie, où j'allais voir des amis ou d'autres amis qui me connaissaient, et ils ont commencé à me dire, mais attends, mais tu rigoles ou quoi? T'écoutes ta vie, t'écoutes ce que tu es en train de faire, tu es l'opposé de quelqu'un qui est feignant, tu es l'opposé de quelqu'un qui ne travaille pas dur, tu es l'opposé de quelqu'un qui n'a pas de truc. Mais j'étais tellement persuadé que c'était ça qui était en moi que j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps à me démarquer de ça. Et quand j'ai réussi à faire la démarcation entre ce que les autres pensaient de moi et ce que moi je pensais de moi-même et quelle était la vraie vérité, et ben là, j'ai commencé à. C'est comme si j'avais des chaînes sur mes ailes. Et quand je les ai cassées, ces chaînes, j'ai pu m'envoler, quoi. Mais j'ai appris ça bien, bien plus tard dans la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une des trucs les plus importants pour moi, c'est de mettre aucune pensée négative dans la tête de mes enfants, de Mathéo et Zoé. Mais surtout, déjà, deux choses que je te dirais, ça, ne mettre aucune pensée négative, mais ne mettre aucune étiquette négative vers eux. C'est que je leur dis jamais, ah, mais t'es pas bon en sport, ou t'es pas bon en ça, ou ta sœur est mieux à ça. Jamais j'utilise des mots négatifs comme ça. Ça n'existe pas dans notre maison. Et quand ma femme ou moi, on le fait sans faire exprès, parce que ça nous arrive, il y a toujours l'autre personne du couple qui nous reprend en disant, attention, dis pas ça d'entre eux. Tu peux pas dire, ah, mais Mathéo est plus athlétique que Zoé. Non, 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 dis pas un truc comme ça. Va pas mettre ça dans la tête, parce que Zoé, elle entend ça, et puis d'un coup, elle dit, ah, mais moi, je suis pas quelqu'un d'athlétique. Non, pas besoin de faire ça. Alors, maintenant, il y a des gens qui sont naturellement plus doués dans quelque chose que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que si tu ne travailles pas dedans, tu ne peux pas devenir bon là-dedans. Tu vois? Et donc, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est qu'à cause de ça, il y a un mot qui est interdit dans ma maison, c'est I can't. C'est impossible. Je l'interdis. C'est-à-dire que le moment où mon fils il dit ça, ou ma fille elle dit ça, ma femme et moi, on les reprend, on dit non, 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 c'est pas impossible. C'est pas que tu peux pas. Il faut que tu travailles dessus. Ça va peut-être mettre du temps, mais tu peux pas, ou I can't, c'est interdit. On l'interdit dans notre maison. Question plus vision. Je voulais savoir un peu, toi, c'est quoi ta vision avec ta boîte dans 10 ans? Où est-ce que tu la verrais? Qui est-ce que tu aimerais aider, etc. Tu sais, les visions, elles changent beaucoup. Donc, tu sais, ça évolue en fonction. Parce que les visions que j'ai aujourd'hui, elles sont différentes que celles que j'avais il y a 3-4 ans. Donc, je ne sais pas où est-ce que je serai dans 10 ans. Ce que j'aimerais faire, c'est avoir vraiment ma grosse vision, c'est de remplacer une genre d'université qui existe, d'avoir une université en ligne où on peut enseigner des compétences aux personnes ils n'ont pas besoin d'avoir diplôme, ils n'ont pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Tout ce qu'ils ont besoin d'avoir, c'est une connexion à Internet, un ordinateur et l'envie d'apprendre. Et je veux leur enseigner le business en ligne et les compétences nécessaires pour gagner leur vie selon leurs propres termes depuis leur ordinateur. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que j'aimerais avoir comme une université, c'est-à-dire une grosse académie où je fais venir les meilleurs experts sur le marché francophone et après étendre peut-être sur le marché anglophone. Et les gens peuvent venir et s'ils veulent apprendre le copywriting, s'ils veulent apprendre le social media management, s'ils veulent apprendre le editing, la persuasion, s'ils veulent apprendre les ads, s'ils veulent apprendre l'e-commerce, s'ils veulent apprendre la création de formation de boutiques, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'on peut enseigner, on l'enseigne à l'intérieur de cette université. Et après, tu peux te former sur un ou sur plusieurs trucs. Et le principe étant, tu attends pas 4, 5, 10 ans
où tu vas payer 200 000 $ pour espérer avoir un boulot au bout qui va te payer quoi que ce soit. C'est que très rapidement, tu fais une formation et tu peux gagner de l'argent grâce à cette formation depuis ton ordinateur, depuis Internet, depuis n'importe où dans le monde et aider des milliers et milliers et milliers de personnes, d'abord sur le territoire francophone et après étendre ça sur le territoire anglophone. Donc, avoir une université digitale qui enseigne le business en ligne, mais des compétences pas dans le vent, mais des compétences spécifiques qui vont t'apprendre à gagner ta vie très rapidement depuis ton ordinateur. C'est quoi ton plus gros défaut? Ma plus grosse bataille, on va dire, plus que mon plus gros défaut, je sais pas, il faudrait demander ça. Si tu demandes ça, par exemple, à mes proches, c'est-à-dire ma mère, ma femme, les trucs comme ça, ils vont dire Cyril, il pense qu'il a toujours raison. Ou il est. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je suis très. Quand j'ai une opinion, j'ai pas peur de la partager, mais je la partage avec beaucoup de conviction. Mais je pense pas que j'ai toujours raison, parce que je pense que j'apprends toujours et j'essaie toujours de m'améliorer, mais je donne définitivement cette impression à d'autres personnes. Et c'est pas ce que j'essaie de passer. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Parce que je veux m'améliorer par rapport à ça. Je veux pas que les gens pensent que je pense que j'ai toujours raison, parce que je pense pas que j'ai toujours raison. Mais j'ai beaucoup de conviction dans ce que je dis. Ma plus grosse bataille en moi-même, c'est ma bataille avec la nourriture et plus particulièrement le sucre. Ça, c'était une bataille que j'ai eue toute ma vie et sur laquelle j'essaie de me battre aussi. J'ai fait le yo-yo un peu avec mon poids dans ma vie et quand je faisais beaucoup de sport, ça allait, mais quand j'ai arrêté de faire du sport ou j'avais des problèmes de genoux, j'ai pris beaucoup de poids. Et le repère, c'est toujours me battre par rapport à ça. J'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, j'ai jamais été bourré, j'ai jamais été high, j'ai jamais pris de drogue, mais vraiment jamais. Mais je me suis toujours battu avec. J'aime manger, j'aime les trucs comme ça, j'aime le sucre après un repas. Et c'est des batailles que j'essaie de vaincre, mais qui sont comme une genre de. C'est une drogue, tu vois. Et donc, il faut que vraiment contrôler mes impulsions, tu vois, par rapport à ça. Parce que je les contrôle beaucoup autre part, mais c'est celle qui m'a donné le plus de mal dans ma vie. Fun fact, c'est quoi ta nourriture préférée du coup? Alors, pendant longtemps, je pensais que c'était, je disais la raclette. Okay. Mais c'est marrant parce que si tu dis, OK, il te reste juste un repas dans ta vie et tu dois manger juste ce repas, je me défonce avec une bonne raclette. Okay. Tu vois? Mais je pourrais pas manger ça tous les jours, tu vois, donc ça me tuerait. Okay. Et si c'est un truc que je devais manger plus régulièrement, c'est du bon sushi. Mais il faut que ce soit bon, parce qu'un mauvais sushi, c'est l'horreur. Ah, j'adore le sushi aussi, c'est cool. Viens ici, je t'amènerai à des super bons sushis. Ouais, ben, je te raconterai après, hein, mais je vais venir aux US bientôt d'ailleurs. C'est cool. Ah, ce serait cool, viens avec plaisir. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, tu vois, d'investir dans les formations en ligne. Ils se disent que sur Internet, les gens arnaquent peut-être les gens, tu vois, ils connaissent pas trop. Ils sont très nouveaux au e-learning, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens pour, je dirais, les faire passer à l'action, mais surtout leur dire que tu vois, il n'y a pas forcément que des arnaques, etc. Tu vois, comment tu fais pour… Voilà, les gens pensent que tu es un arnaqueur, comment tu fais pour leur montrer que tu es sincère, tu vois? C'est le plus gros problème du business en ligne. C'est le plus gros problème. C'est que les gens, ils voient ça comme ça. Mais moi, ça me fait toujours rire comme ça parce que je crois que les gens se sont tellement mis ça dans la tête, c'est qu'ils s'empêchent d'avancer par peur d'aller dans quelque chose. Ils ont dit, oh, je vais perdre mon temps, je vais perdre mon argent, quoi que ce soit. Mais ils ne se rendent pas compte que dans la société, ils sont arnaqués comme ça constamment et sans aucun problème. C'est-à-dire que les gens passent 2, 3, 4 ans à l'université. Au bout du compte, ils n'ont pas avancé plus. Ils ont appris plein de trucs qui leur servaient à rien. S'ils n'ont pas dépensé, alors on me dit, aux États-Unis, ils vont dépenser un fric fou pour aller à l'université. Alors après, on dit, ah ouais, mais au moins, mais en Europe, c'est gratuit. Au Canada, c'est moins cher. C'est pas gratuit. Tu le payes avec tes taxes et c'est la raison pour laquelle tu payes moins. Et si tu le payes pas avec tes taxes, tu le payes avec ton temps. Parce que tu as passé 3, 4 ans, quoi que ce soit, et au bout du compte, tu n'es même pas sûr d'avoir. Le nombre de personnes qui sont en France que j'entends qui disent quoi? J'arrive pas à avoir un boulot, j'arrive pas à et je suis diplômé de ça, je suis diplômé de ça. Ils n'ont jamais dit, ah, mais c'était de l'arnaque que j'aille à l'université. Pourquoi? Parce que la société leur a mis ça dans la tête en disant que c'est complètement normal. Ou ils vont aller à l'université et ils vont prendre une classe de marketing ou une classe de business. Et combien de ces profs, ils ont eu des business à plusieurs millions de dollars qu'ils ont lancés? Ou est-ce que c'est que en théorie? Mais jamais ils viennent en disant « Ah, mais ça, c'est de l'arnaque ». Ils disent ils acceptent ça parce que la société leur a dit c'est la manière dont la façon qu'il faut apprendre et c'est la manière dont il faut voir les choses.
Et quand ça marche pas, et ça marche pas 90% du temps, ou peut-être pas autant, mais ça marche pas, à aucun moment les gens ils disent ah mais c'était de l'arnaque. Mais par contre, quand il s'agit du business en ligne, ils voient ça comme ça. Ils disent attends, je vais mettre $200, $40, $1000, $5000, $10 000, il y a tous les prix. Et si ça marche pas, c'est parce que c'est de l'arnaque. Et l'autre chose, c'est que on se forme quand on est à l'université, ils nous disent prends une classe là-dessus, une classe là-dessus, une classe là-dessus, une classe là-dessus, et tu fais 4 ans où tu as plein de classes différentes. OK? Et au bout du compte, tu n'es même pas sûr d'être un expert ou que ça va marcher ou quoi que ce soit. Mais tu prends une formation et tout de suite, tu veux être un expert. Tu ne te formes pas à travers toutes les différentes compétences et les trucs comme ça. Tu prends pas. Si tu prenais que des formations spécialisées et que tu passais les 4 ans que tu passes à l'université ou quoi que ce soit et tu les mets sur tes propres formations avec des gens qui ont déjà eu des résultats, tu serais largement plus avancé avec le business en ligne, avec les formations toi-même, que tu l'es avec l'éducation normale. Mais les gens, à aucun moment, ils remettent en question l'éducation normale. Pourquoi? Parce que ça a été mis dans leur crâne, mis dans leur tête par la société, par leurs parents, par leurs amis, par leur école, etc. Et le nombre de personnes qui vont à l'université, qui ont un diplôme, et au bout du compte, ils ont un travail qui n'a rien à voir avec le diplôme qu'ils ont fait. La plupart des gens n'utilisent même pas leurs compétences et leurs diplômes pour le travail qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dépensé soit de l'argent, soit du temps pour apprendre des compétences qui leur a servi à quoi? Tout dépend d'un mindset, okay? D'un état d'esprit. La première chose qu'il faut faire, c'est te dire que ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaie pas de me former pour atteindre un résultat tout de suite. C'est que j'essaie de me former pour acquérir des compétences. Parce que quand tu acquiers des compétences, tu peux jamais les perdre. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui, et moi, j'ai été complètement formé en ligne, hein, j'ai pas été formé à l'université, j'ai loupé le lycée, j'ai pas eu le bac, etc. Mais j'étais complètement formé en ligne. Mais si aujourd'hui, tu me retires tout mon argent, tout mon business, tous mes clients, toutes mes listes, tout, en un mois, je peux gagner ma vie très, très bien. Et en un an, je peux reconstruire un business à plusieurs millions de dollars. Pourquoi? Parce que j'ai accumulé des compétences aujourd'hui que je ne peux plus jamais perdre. Mais des compétences qui marchent spécifiquement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et pour lesquelles les gens y payent très cher. Tu sais? Donc, je n'ai même pas besoin de démarrer un propre business. Je peux vendre mes services à d'autres personnes et les gens paieraient très cher pour avoir mes compétences. Pourquoi? C'est parce que j'ai acquis des compétences spécifiques, des compétences qui sont valorisées aujourd'hui, ce qu'on appelle des high income skills. OK? Où tu es payé très cher pour avoir ces compétences. C'est-à-dire que je peux faire des pubs sur les réseaux sociaux, je peux faire du copywriting, je peux faire de la persuasion, je peux faire du closing, je peux faire des tunnels de vente, je peux créer des websites. Tu vois ce que je veux dire? Je peux gérer une équipe. Toutes ces compétences, aucune de ces compétences, je les ai appris à l'université, le petit peu de temps que j'ai passé à l'université ou à l'école ou quoi que ce soit. Et jamais, 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 les gens ils remettent ça en question. Pourquoi? Parce ça a été brainwash, ça a été mis dans leur crâne depuis qu'ils sont gamins. C'est ridicule. Et l'autre partie, c'est de dire, je ne perds jamais d'argent. Moi, quand j'investis dans une formation, et j'ai dû dépenser aujourd'hui, l'année dernière, j'ai dépensé $80 000 en formation et en mastermind de mon propre argent. On va dire plus de $7 000, à peu près $7 000 par mois en moyenne pour me former plus. Chaque fois que je prends une formation, j'essaie pas de voir si tout est parfait. Tout ce que je recherche, c'est un truc qui peut changer mon business. C'est tout ce que je recherche. Si je peux sortir avec une seule chose et que tout le reste, ça m'a servi à rien, je sais que c'est du positif. Parce que un petit truc, ça peut être le déclic ou le clic qui va complètement changer mon business ou mon mindset ou quoi que ce soit. Ça peut être la clé qui va amener des choses bien plus importantes. Soit ça marche, soit j'apprends. Mais je perds jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y a toujours quelque chose que je peux apprendre. Et si tu viens de cet état d'esprit, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ok, petite question. Je voulais savoir, est-ce que tu as déjà eu peur de passer à l'action? Et quand tu as peur de faire quelque chose, qu'est-ce que tu te dis pour passer à l'action? Comment tu fais? Tu vois, le business en ligne, si tu es salarié, tu te fais un peu peur, tu ne sais pas trop comment te lancer. Est-ce que toi, tu as déjà eu peur de passer à l'action, de lancer quelque chose? Bien évidemment. La peur, elle est toujours là. Il faut avoir le courage de faire les choses même quand tu as peur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que… Alors, bien évidemment, j'ai eu peur quand je me suis lancé. Mais j'avais pris tellement de claques dans ma vie jusqu'à ce moment-là et j'avais tellement pas réussi.
J'étais arrivé à un point où je me dis quoi, mais j'ai rien à perdre. D'ailleurs, je me rappelle d'un moment quand et mon frère me le dit aujourd'hui, et tu avais raison, mais quand j'ai vu ma toute première formation en ligne que j'avais démarré, elle coûtait $500 et j'avais pas d'argent. Hein. J'étais conducteur Uber, j'étais détecteur, j'avais pas un sou en banque. Je t'ai dit, ma femme m'a donné $1000. Elle m'a dit, OK, tu en as assez parlé. Maintenant, prends cette formation. Tu as $500 pour la formation, $500 pour lancer notre business. Arrête de parler que tu es capable de faire quelque chose et va faire quelque chose pour nous. Et donc ça m'a mis le coup de pied au cul pour me lancer. Mais quand je l'ai fait, j'ai appelé mon grand frère et je lui ai dit, écoute, je vais me lancer dans ce business. Je vais apprendre l'e-commerce et le print on demand et le dropshipping. J'en avais jamais entendu parler. Lui en avait jamais entendu parler. Et je lui ai dit, je vais apprendre de ce mec-là. Et mon frère, il a regardé, il a dit, il a fait une recherche Google, mais je ne trouve rien sur ce gars-là. Mais pourquoi c'est pas de l'arnaque? Mais Cyril, t'as pas les $500 pour le faire et quoi que ce soit. C'est pas le moment. C'est encore un de tes business que tu vas lancer. Et je me rappelle de cette conversation où je lui ai dit, David, tu sais quoi? Tu as peut-être raison. Peut-être je vais perdre ces $500, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Quel est le upside et le downside? Le downside et le upside. Quel est le comment t'appelles ça? Au pire des cas, je perds $500, $1000 et je perds un peu de mon temps. Qu'est-ce que ça aura fait? Est-ce que ça aura changé ma vie? Non, en aucun cas. Je serai exactement où je suis avec $1000 de moins et j'aurais perdu du temps. C'est pas la fin du monde. Mais il faut que je change. Par contre, si ça marche, ça me change la vie. Oui, je peux avoir peur. Oui, j'ai peur. Oui, c'est très possible que je me plante. Oui, c'est possible que je me fasse arnaquer. Mais ce qui est sûr, c'est que si je ne tente pas, je suis exactement là où je suis. Et donc, j'ai tenté. Au bout du compte, tu sais, j'ai toujours eu peur, mais dans ce genre de truc, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours tenté. Et j'ai pris plein de claques, mais j'ai toujours essayé. Parce que je voulais pas arriver à un point. Et c'est marrant, jusqu'à l'e-commerce, tout ce que j'avais toujours essayé, j'ai toujours foiré. C'est-à-dire, j'ai jamais réussi. Je me suis lancé dans l'immobilier, j'avais un autre business aussi dans l'immobilier. J'étais agent immobilier, ça n'a pas marché. J'ai un autre business dans l'immobilier où ça a marché et après j'ai tout perdu. Acteur, ça n'a pas marché. J'ai voulu être professionnel de sport, ça n'a pas marché. Conducteur Uber, c'était pas le monde. Je me suis fait virer de plein d'autres boulots. J'ai pas été accepté des boulots. J'ai eu défaite après défaite après défaite après défaite. Mais comme il dit Mark Cuban, l'avantage du business, c'est que tu as besoin d'avoir raison juste une fois. Mais il faut tirer au but. Tu peux pas marquer si tu tires pas au but. C'est comme au foot. Une équipe peut gagner la Coupe du Monde 1-0. Mais pour gagner 1-0, elle a dû tirer 50 fois au but et il n'y en a pas un seul qui est rentré. Donc, elle tire le but, elle tire au but et ça rentre pas. Et d'un coup, elle marque un but. Et ce but, ça les rend champions du monde. Mais ça, c'est la vie. Le seul moyen de marquer et de gagner la coupe, c'est de tirer au but. Et si tu tires jamais au but, par définition, tu peux pas gagner. Et moi, je refuse de pas avoir le potentiel de gagner. Et donc, je préfère tirer et louper 50 fois, mais au moins je tire. Je refuse de pas tirer. La raison que 99% des personnes ne réussissent pas, c'est parce qu'elles se lancent jamais. Elles se lancent jamais parce qu'elles ont toujours peur de « Ah, si ça marche pas ». Elles voient toujours le négatif. « Ah, si ça marche pas. Et si je perds mon argent? Et si je me fais arnaquer ?» Eh ben, t'apprends. C'est pas grave. T'apprends. Mais si ça marche, c'est autre chose. Parce qu'au bout du compte, tu vois les personnes 5 ans plus tard qui disent « Ah, mais si ça marche, ça marche. » Et celui qui a tenté il y a 5 ans maintenant, peut-être cette opportunité-là, elle n'a pas marché, mais celle d'après, elle a marché. Et aujourd'hui, il a une super vie. Mais pourquoi lui, il a réussi? Parce que lui, il a tenté. Parce que lui, il y a 5 ans, il a dit quoi? Je tente ma chance. Alors que toi, tu as dit quoi? Non, je reste sur la touche parce que ça me fait trop peur d'aller sur le terrain. Je n'ai pas envie de tirer au but et pas marquer. Quelle honte. J'aurais perdu mon temps. J'aurais perdu ça. À toi de faire ton choix. Tu peux faire partie des 99% qui restent sur la touche ou des 1% qui sont sur le terrain et qui jouent. Je termine sur une dernière question, Cyril. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête, un truc marrant qui t'est arrivé ces derniers jours? Si tu as un petit challenge ou même un truc cool, un truc fun, meaningful qui t'est arrivé, tu vois? La semaine dernière, lundi dernier, ma femme s'est fait opérer du nez. Cosmétiquement, elle ne suit pas son nez depuis qu'elle était gamine. Elle a été bully sur son nez et tout ça. Elle se sentait mal à l'aise par rapport à son nez. Puis là, on peut se permettre qu'elle puisse se faire opérer du nez. Elle a toujours voulu se faire opérer du nez. Je lui ai dit OK. Pendant qu'elle s'est fait opérer du nez, le docteur s'est rendu compte que ma femme a grandi dans le ghetto des ghettos du Guatemala. Elle a été entourée de meurtres, de drogues, de bagarres, de trucs comme ça. C'est pas d'école. C'est vraiment l'horreur. Ça, ce sera toute une conversation pour avoir dessus. C'est très intéressante. Quand elle avait 14 ans, elle s'est fait tabasser par un groupe de filles et de mecs, je sais plus quoi. Le docteur, là, s'est rendu compte que son nez était mal placé à l'intérieur. Elle avait plus de mal à respirer. Tout ça. Donc, non seulement il lui a réparé esthétiquement, mais il lui a réparé à l'intérieur.
Okay, donc, c'était une grosse opération. Et le soir, elle est rentrée, lundi dernier, elle était en train de dormir et à 11h30, minuit, à minuit et demi, elle m'a réveillé en hurlant. Cyril, 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 j'en peux plus. Parce que toutes les anesthésies et tous les trucs sont partis au même moment. Et en fait, le docteur lui avait donné des pilules pour la douleur, mais à la pharmacie, ils ont mal écrit. Normalement, elle devait en prendre 2 pour la douleur. Il y avait marqué juste 1 sur la boîte. Et donc, elle n'a pris qu'une pilule et ça n'était pas suffisant. Elle était dans la plus grande douleur que j'ai jamais vue ma femme. Elle était en train d'hurler comme si son visage était en feu. Et de la voir comme ça faisait peur parce que tu ne peux pas l'aider. Et le lendemain matin, elle s'est réveillée à 6h30 du matin. Elle doit se nettoyer le nez et trucs comme ça. Et elle est devant le miroir. Et d'un coup, elle me dit Cyril, 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 je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Et là, je la prends et je la mets sur les toilettes. Elle s'est évanouie complètement. Et c'était une des plus grosses peurs de ma vie parce que je savais pas si c'était avec la douleur, s'il y avait une complication par rapport à truc, si elle s'était juste évanouie parce qu'elle s'était évanouie. Alors, elle s'est réveillée après 1 minute et demie. Mais cette minute et demie, c'était une peur monstrueuse, quoi. Elle a été à l'hôpital. Ils ont fait des tests, ils ont vérifié et tout allait bien. Elle a juste eu un moment une grosse baisse de tension par rapport à la douleur, par rapport à ce qui s'est passé. Mais des moments comme ça remet les choses en question, quoi. Tu vois, c'est des moments comme ça qui te disent putain, tu peux tout perdre en un instant. Ça fait peur. Ça fait peur parce que tu te rends compte à quel point des personnes proches de toi comme ça sont tellement importantes et tu peux pas t'empêcher d'avoir des flashs sur ces moments-là de qu'est-ce que c'est ma vie sans cette personne, quoi. Et je me suis dit, non, ça marche pas, impossible. Mais bon, il y a des gens qui n'ont pas cette chance, mais c'est sûr que ça te met les choses en question et ça te fait penser à des choses, quoi. J'ai une anecdote qui est sympa, que je vais te dire. Pas une anecdote, mais un truc auquel j'ai pensé. On me dit toujours, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais riche ou que tu gagnais ou que tu avais bien l'argent? Est-ce que ça fait une différence? Et ce que tu te rends compte vraiment, c'est qu'à un moment, l'argent, il y a des plateaux qui sont différents où tu gagnes plus d'argent dans ta vie et tu as plus d'argent en banque, tu es plus à l'aise. Mais il n'y a pas énormément de différence. C'est-à-dire que si demain je gagne 1 million de plus que j'ai gagné aujourd'hui, ma vie n'est pas différente qu'elle est aujourd'hui. J'aurai plus ou moins la même voiture, je vis dans la même maison, ma famille, on a la même chose. Mais les moments qui ont vraiment été différents dans la vie où tu te rends compte à quel point ça a changé, c'est dans les moments où, par exemple, la richesse se fait, par exemple, quand je vais au restaurant avec ma femme et je n'ai pas besoin de regarder le prix des menus, tu vois, où je peux commander ce que je veux commander sans me prendre la tête. Ça a beaucoup plus de richesse que de dire tu as 1 million en banque ou tu as quoi que ce soit. Ces moments-là, c'est des trucs qui sont très perceptibles. Parce que j'en rigole avec ma femme, mais quand on était ensemble au début, je me rappelle, une fois, on avait été à un restaurant pour un breakfast, tu sais, à l'américaine. À l'époque, encore une fois, j'étais conducteur Uber, je n'étais même pas encore dans l'e-commerce et j'essayais d'être acteur et on était vraiment à ras. Et on a été manger des pancakes et des trucs comme ça. Et d'un coup, ma femme, elle avait commandé un pancake et sur le côté, elle avait demandé est-ce que vous pouvez m'amener des fraises et des bananes en supplément sur le côté par deux trucs? Et il nous avait pris $9 pour des fraises et des bananes. Et quand elle a commandé ça et qu'ils m'ont amené le chèque, je me rappelle, j'étais en train de regarder le chèque, l'addition, et j'étais en train de suer à cause des $9 supplémentaires pour des fraises et des bananes. Tu vois, donc j'étais à un point vraiment où chaque dollar avait une importance dans ma vie. Et maintenant, d'être à un point où je peux aller à n'importe quel restaurant, plus ou moins. Tu vois, parfois, je peux aller à un restaurant et je dis quoi? J'ai envie de ce plat, mais je ne sais pas quel prendre. Bah, je prends les deux et je goûte un peu des deux. Et ça n'a pas d'importance dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des anecdotes qui me font rire parce que c'est là que tu sens vraiment la liberté que tu recherches. Tu vois? C'est les petites choses comme ça qui ont beaucoup plus d'importance que un chiffre qui est aléatoire pas aléatoire, mais que tu ressens pas au jour le jour dans ta vie parce que c'est ton chiffre dans un compte en banque ou à travers tes business ou tes investissements. Mais ces petites choses, c'est ça qui fait la différence, tu vois. Et j'ai toujours dit avec ma femme, c'est qu'on a tellement sué pendant vraiment 5 ans où on était ensemble au début de notre mariage où on regardait tous les dollars qu'on dépensait et quand on allait au resto, tu sais, une fois de temps en temps, il fallait faire attention. Là, bon, on a des enfants, on ne peut pas aller au restaurant tous les jours, mais par exemple, une fois tous les samedis soirs, mes parents ils viennent, ils s'occupent de mes enfants et on fait une date night avec ma femme tous les samedis soirs.
Et on va au restaurant et on change généralement toutes les semaines, mais jamais je regarde tu sais, ce que ça coûte. Je m'en fous. On est sur le moment, on s'amuse et on veut se faire plaisir. Et ça fait plaisir. C'est à l'aise, quoi. Tu peux pas maîtriser ce que tu mesures pas. Et donc, j'essaie de mesurer tout. C'est-à-dire que même quand, par exemple, j'essaye vraiment de perdre du poids maintenant, je vais compter mes macros. J'ai ma balance et je compte les grammes, les nourritures. Et ma femme, elle fait ça tous les jours. Combien de protéines, combien de carbs, combien de fats, je prends combien de trucs. Et je mesure tout et je sais que j'ai le droit à tant tous les jours. Et tant que j'ai fait ça. Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est que quand tu fais pas attention et que tu vas juste prendre à manger, des trucs comme ça, mais tu as tellement de calories pour rien, tu vois, alors que quand tu dois faire attention et que tu dois mesurer, tu es obligé de faire attention à ci, ça et ça. Et là, ça te fait prendre attention à où est-ce que ton attention elle va et où est-ce que tu dépenses tellement de calories pour rien. Par exemple, tu prends une boisson, tu vois, maintenant je bois que du diet. J'ai horreur pendant des années, je détestais le diet soda. J'étais contre le diet soda. Et maintenant, depuis 4 ou 5 mois, si je bois une boisson, c'est que du diet soda. Parce que je refuse de prendre des calories et je suis habitué maintenant et ça ne me dérange pas. Tu vois. Mais de me dire que tu vas dépenser 200 calories à travers une canette de coca avec 33 grammes de sucre, tu as envie de te mettre une balle à la tête que tu dis, tiens, tu sais quel repas je peux avoir à travers ça? Et les gens constamment ils font ça. Mais à travers le business, c'est pareil. Si tu mesures pas tes pubs, tes statistiques, ton CPM, ton CPC, combien d'argent de revenus rentre, quelles sont tes dépenses, quels sont tes trucs, eh ben t'es perdu. Et après, les gens ils se rendent pas compte que ah mais pourquoi mon business il gagne pas d'argent? Mais est-ce que tu suis les données de ton business? Est-ce que tu les mets en place? Est-ce que tu les suis tous les jours? Et ton argent, est-ce que tu vérifies combien d'argent tu as en banque? Est-ce que tu vérifies tous les mois combien d'argent tu dépenses? Est-ce que tu te donnes un budget? Si tu ne suis pas les choses, tu ne peux pas les maîtriser. Donc si tu ne suis pas ce que tu vas mettre dans ton corps, tu ne peux pas maîtriser ton corps. Tu fais de la musculation, tu fais du sport, tu marques qu'aujourd'hui j'ai fait tant de ça, j'ai fait tant de répétitions, à quel poids, etc. Et tu peux voir tes progrès. Quand tu es dans le business, j'ai lancé mes pubs elles ont ces stats, ça marche pas, je coupe pas. Je suis ça, j'ai des résultats. Et quand tu veux maîtriser ton argent, tes investissements, bah tu regardes, j'ai tant en banque, voici mes dépenses, voilà combien je peux investir, voilà mon budget, etc. Mais si tu le fais complètement à l'arrache, sans jamais regarder, jamais tu maîtriseras quoi que ce soit. Donc il faut suivre tout, et plus tu vas suivre, plus tu vas maîtriser.